Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je suis enchanté ce matin d'être devant vous. Le thème qui m'a été donné initialement, c'était, je vous le lis, « Face au retour de la guerre de haute intensité, les États européens sont-ils toujours en déni ou commencent-ils à se réarmer ?» Les thèmes correspondent. Je commencerai par une phrase d'un général allemand qui a dit au moment du lancement de l'invasion de la Russie en Ukraine « Je suis en charge d'une armée dénuée de tout ». Et finalement, est-ce que ce n'est pas ça le constat des pays européens et de nos armées européennes? Parce que finalement, après les dividendes de la paix dont parlait Laurent Fabius, on voit ce que ça a donné. On a la chance en France d'avoir une armée française qui sait intervenir partout dans le monde entier. Et j'ai eu l'honneur et la chance d'en faire partie pendant de nombreuses années, tel que l'a cité le président Éric Bonche, et j'ai pu aller sur un certain nombre de théâtres d'opérations. Mais on redécouvre, avec cette invasion de la Russie en Ukraine, la guerre dite de haute intensité, c'est-à-dire une guerre d'attrition, dans laquelle ce qui compte, c'est le nombre d'obus d'artillerie dont vous disposez et le nombre d'hommes que vous êtes capable de mobiliser. Finalement, l'Europe, les pays européens, ont été relativement imprévoyants. Ils n'ont pas cherché à préserver grand-chose, si c'était la France, sans doute, avec la dissuasion nucléaire en particulier, qui a toujours des capacités autonomes, et on a pu le mesurer en particulier au Sahel en 2013, lorsqu'il s'est agi de combattre les djihadistes lors de l'opération Serval. J'étais à l'époque à la tête des opérations spéciales et nous étions peu nombreux au sol, heureusement appuyés par la chasse française. Mais finalement, on redécouvre aujourd'hui une espèce de guerre froide avec d'un côté les pays occidentaux qui ont l'impression de dominer le monde alors qu'en fait il n'en est plus rien face à un nombre de pays qui de plus en plus se fichent pas mal de cette guerre entre blancs et regardent le monde très différemment de la façon dont on regarde le nôtre. Et j'en veux pour preuve encore la déclaration du pape François qui, selon lui, qui appelle les belligérants, et en particulier les Ukrainiens, à négocier. Il a un regard qui n'est pas le nôtre. Il n'a pas un regard occidental. Il a un regard qui regarde aux périphéries de notre monde. Alors, la mondialisation heureuse que prônait l'Europe et l'Union européenne, j'allais dire endormie, insouciante, endormie sous ses lauriers commerciaux, aujourd'hui, on est confronté à plein de choses, c'est-à-dire la crise énergétique déclenchée par les sanctions contre la Russie, l'affirmation d'un axe hostile autour des BRICS, qui sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui, celle des puissances émergentes dites du Sud global, avec des dictatures en tout genre, dont une Chine qui est de plus en plus ambitieuse et dominatrice, une Russie qui est agressive aujourd'hui, mais parce que finalement, si on écoute un discours de Vladimir Poutine, c'est parce qu'on est allé le chercher. Bon, ça, c'est son discours à lui, évidemment. On a l'impression de vivre toujours sur notre domination passée, mais c'est vrai qu'on a toujours l'Europe, et enfin l'Occident au sens général, avec les États-Unis, ont toujours une domination économique sur le monde. Et c'est-à-dire qu'on pèse sur le plan économique, nous pesons lourd. Alors, aujourd'hui, nous nous appuyons sur l'OTAN, donc sur l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui, je le rappelle, a été fondée pour 3 raisons. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. La première raison, c'était de maintenir la Russie en dehors. La deuxième raison, c'était de maintenir les États-Unis d'Amérique dedans. Et la troisième raison, c'était de garder sous contrôle l'Allemagne. Et qui demandait à créer cette OTAN? C'est surtout les Européens, et en particulier les Français, qui demandaient effectivement à ce que les Américains restent en Europe face à une Russie soviétique pour contrôler une Allemagne dont on pensait qu'elle pouvait se réarmer et pour s'assurer d'une sécurité. Et finalement, cette dépendance sécuritaire des États-Unis s'éternise. Les États-Unis ne se privent pas pour la faire payer aux Européens sur les plans tant politiques qu'économiques, technologiques et commerciaux, outre des moyens non avoués de contrôle un peu intrusifs. Mais le pire pour l'Europe reste que sa dépendance comporte plus que jamais le risque majeur de voir ces États-Unis, en fonction de leurs propres élections et de la situation dans le Pacifique, reconsidérer avec vigueur son engagement européen. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le président Emmanuel Macron, notre sécurité ne doit pas dépendre du vote des électeurs américains.
Et on est bien là, et d'ailleurs la déclaration, de mon point de vue, c'est l'analyse que j'en fais du président Emmanuel Macron, il y a 3 objectifs, ou en tous les cas 3 destinataires de son message. Le premier, c'est les pays européens, de dire, attendez, réveillons-nous, c'est un peu un pavé dans la mare, est-ce que l'Europe ne doit pas prendre en compte sa propre sécurité, sans compter sur celle des autres qui sont à 6000 km de nous? Ou la deuxième message, c'est vis-à-vis des Russes en disant, on maintient une fermeté évidente face à vous. Et le troisième message, un peu subliminal, je reconnais, c'était sur le mot officiel, parce que effectivement la France dispose sans aucun doute de soldats en Ukraine. Ce ne sont pas des troupes au sol, ce sont quelques spécialistes sans doute du renseignement. Évidemment, face pour cette sécurité, il y a une autre crise dont on parle peu, mais qui fait partie quand même de notre vie commune, c'est la crise migratoire à laquelle l'Europe se voit confrontée face à une pression subsaharienne qui n'est que la conséquence finalement de la guerre en Libye lancée en 2011 et à laquelle j'ai participé en tant que patron des opérations spéciales quand il s'est agi de renverser Kadhafi et de se battre contre l'armée de Kadhafi. Qu'en est-il aujourd'hui en Libye? Eh bien, en fait, on a 2 Libyes qui se font face. On a la Cyrénaïque qui fait face à la Tripolitaine et des Libyens qui sont pratiquement irréconciliables, en tous les cas au jour où je vous parle. Et surtout, ça a libéré les énergies, les tribus qui étaient au nord vers le sud, déstabilisant de manière durable les pays sahéliens. On a vu le Mali, puis le Niger, le Burkina Faso, le Tchad reste stable, mais on voit bien au Sénégal également des tentatives, même si le président Macky Sall a annoncé des élections très prochaines à la fin du mois. La démographie américaine, en 2050, un homme sur 2 sera africain dans le monde. En 2100, un homme sur 2 sera africain dans le monde. Vous imaginez la pression démographique majeure que ça occasionnera. L'Europe, quant à elle, elle est bardée d'aides sociales, on ne va pas s'en plaindre, d'ONG en tout genre, mais on connaît une dépression démographique symétrique, et malgré de forts contingents d'immigrés déjà installés sur notre sol, je pense qu'on va moins vers un certain hiver démographique. En tous les cas, l'Europe reste une entité très divisée, avec des attentes qui sont très très différentes entre des pays de l'Europe de l'Est anciennement appartenant au pacte de Varsovie qui, vous le remarquerez, et on regarde ça dans toutes les études, en fait sont ceux qui vont dépenser le plus en matière de défense par rapport aux pays de l'Ouest, beaucoup plus confortables parce que pas liés directement à une frontière commune avec la Russie et surtout qui n'ont jamais été sous le joug russe pendant les années de la Seconde Guerre mondiale à la chute du mur de Berlin. Alors, évidemment, la France, elle, a gardé quand même certaines spécificités, certains savoir-faire en matière technologique. Je parlais de l'aéronautique, je parlais de l'espace, du nucléaire, évidemment, qui a permis à la France de rester cette puissance moyenne parce qu'elle dispose de la dissuasion nucléaire et on considère que c'est un État doté, comme les 4 autres pays qui appartiennent au Conseil de sécurité des Nations Unies. On a sans doute un retard numérique important face aux États-Unis en particulier. On a perdu un certain nombre de brevets. Je pense qu'on est incapable aujourd'hui de créer nos propres GAFA. On reste, de mon point de vue, assez loin derrière les États-Unis. Et on voit également la Chine, et qui est suivie par des concurrents émergents qui nous rattrapent et qui nous ont dépassés. La Chine nous a dépassés. La Chine, sur le plan de la défense, est en train de construire son 4e porte-avions. Je ne sais pas si vous connaissez le chiffre exact des dépenses militaires par pays, mais juste en guise de rappel, le budget militaire américain, c'est 880 milliards de dollars. Le nôtre, c'est 53 milliards de dollars. Le budget chinois, c'est 270 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est presque 4 fois moins que celui des États-Unis. En tous les cas, au moins 3 fois moins. La Russie, en tous les cas avant la guerre, c'était entre 70 et 80 milliards de dollars. Donc rien à voir avec la puissance militaire américaine qui reste la première puissance militaire au monde. L'Inde, c'est 81 milliards. Le Royaume-Uni, c'est beaucoup plus que nous, c'est 68 milliards. L'Allemagne, c'est 55 milliards, donc c'est au-dessus de nous et ils veulent aller jusqu'à 100 milliards. Donc on voit bien derrière
qu'on a un vrai problème en France, c'est qu'en dépit d'une ELPM qui a été renforcée, en fait, cette ELPM ne renforcera pas une chose très importante dans les guerres de haute intensité, c'est la masse. Qu'est-ce que j'appelle la masse? La masse, c'est la capacité à produire des munitions, la capacité à produire des canons. Savez-vous combien, en France, on a donné d'obus de 155 mm de calibre de l'OTAN aux Ukrainiens depuis le début de cette guerre? Nous en avons donné 30 000. 30 000, sachant que les Ukrainiens en consomment 3 000 à 5 000 par jour. Savez-vous combien on en construira en 2025? 3 000 par mois. 3 000 obus par mois. On en fabriquait en début de la guerre entre 1 000 et 1 500. C'est pour vous dire qu'on a un vrai sujet derrière, c'est que l'armée française est une armée capable d'intervenir partout. Elle est capable d'avoir d'agir de manière autonome, même si bien souvent on a fait appel néanmoins à nos amis alliés américains sur le plan militaire. Et moi-même, en tant que patron des opérations spéciales, j'ai fait appel à l'époque à l'amiral Bill McRaven, qui était l'US Special Operations Commander, pour qu'il me prête un drone. Ce qu'il a fait au Sahel, parce que à ce moment-là, il recherchait les assassins de leur ambassadeur qui avait été assassiné à Benghazi. Donc c'est pour vous dire que l'armée française dispose d'un grand nombre de moyens, mais sans doute en nombre insuffisant. Si on regarde bien le bilan finalement de nos pays européens, et surtout de la France, on est un pays qui est largement endetté, qui fait beaucoup d'importations industrielles. Sur nos obus, par exemple, on importe toute la cellulose parce qu'on n'en fabrique plus en France pour des questions d'environnement. La poudre, on l'achète aux Australiens. On n'a plus de fabrique de poudre, en tous les cas. Alors, on relance l'industrie, c'est bien évident, mais en tous les cas, il y a une pression migratoire très forte, il y a une dépendance sécuritaire vis-à-vis des Américains, on fait face à une véritable crise énergétique et un certain effacement de la scène internationale, on peut le voir en Afrique. Donc, réarmer l'Europe, réarmer sur le plan moral. Le président de la République en parle tout le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement, au-delà des mots? Parce que bien souvent, les mots, c'est très bien, mais est-ce qu'il y a des actions et des faits derrière? Est-ce que le budget militaire de la France va être réaugmenté? Je vous parlais de la masse. La loi de programmation militaire dont on parlait, qui va monter à 472 milliards sur 5 ans, en fait, la masse ne sera pas plus importante à la fin, malheureusement. Pourquoi? Parce que le maintien en condition opérationnelle coûte de plus en plus cher. On a des matériels de plus en plus sophistiqués. On voit bien le canon César, réclamé à corps et à cri par les Ukrainiens, parce que c'est un canon précis. Mais ce canon, on n'en fabrique pas assez. Alors Nexter, aujourd'hui, a relancé sa production et va être capable d'en fabriquer sans commande particulière. Mais quand vous interrogez les industriels, ils vous disent quoi? Ils vous disent, moi, si je n'ai pas de commande publique, pourquoi voulez-vous que je fabrique? Je suis une entreprise privée. Je ne suis pas là pour perdre de l'argent. Je suis là pour en gagner, pour permettre d'avoir des employés et permettre effectivement à l'entreprise de vivre. Donc évidemment, ce réarmement, au-delà du réarmement financier, il faut également sans doute un réarmement moral. On va me dire, oui, est-ce que le président loue la résilience française lors du Covid, etc., etc. Il est vrai que lorsqu'on regarde la population ukrainienne qui est confrontée à cette guerre, s'il n'y avait pas de nation ukrainienne avant la guerre, je pense qu'il y a une nation ukrainienne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une vraie... les Ukrainiens ont pris en compte réellement leur guerre, vous me direz, c'était difficile de faire autrement, mais en même temps, il y a une vraie volonté, en tout cas on le voit à travers les discours, même s'il y a un certain nombre d'Ukrainiens qui sont partis, et aujourd'hui les Ukrainiens ont d'ailleurs du mal à mobiliser, à tel point qu'ils vont commencer à les chercher dans leur prison. Un réarmement sécuritaire. Mais oui, les réarmements sécuritaires, est-ce qu'on est capable, entre pays européens, finalement, de s'entendre pour avoir une défense commune? On parle d'une armée européenne. Une armée européenne n'a pas de sens, de mon point de vue. Tant qu'il n'y a pas un exécutif européen, ça n'est pas la peine d'avoir une armée européenne. Il y a un exécutif, donc un chef qui va donner des ordres, et une armée qui va les appliquer. En tant qu'ancien patron d'un service de renseignement, on me demandait tout le temps, est-ce qu'il n'y aurait pas du renseignement européen? Mais le renseignement, il est d'abord national. Le renseignement, il est d'abord, c'est parfaitement souverain. Pourquoi? Parce que c'est au chef de l'État, président de l'exécutif, de décider en toute conscience avec une appréciation autonome de situation. Si vous n'avez pas cette appréciation autonome de situation souveraine, eh bien vous dépendez des autres. Si on n'avait pas eu nos satellites d'observation militaire lancés après la première guerre du Golfe en 1992, enfin ils ont été lancés en 1995, eh bien les Américains nous influaient, nous faisaient passer
des renseignements qui n'étaient pas forcément justes, parce qu'ils défendent leurs intérêts. Et je ne vais pas citer la phrase du général de Gaulle en disant que les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Je pense que c'est vrai. Les Américains ont leurs intérêts. Un jour, dans une conférence, nous étions 4 anciens officiers généraux, un Allemand, un Américain, un Britannique et un Français que j'étais, et c'était sur l'OTAN. Le thème était l'OTAN. Et la question était, mais à quoi sert l'OTAN? C'était avant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et ma question vers l'Américain, c'était, mais en fait, on n'a pas d'ennemi désigné aujourd'hui, l'OTAN. Or, l'OTAN, c'était une organisation défensive. Pas d'ennemi désigné. Je veux dire, en revanche, on est en guerre économique. Et je pense qu'il ne faut pas se leurrer, on est en guerre économique face aux États-Unis d'Amérique. Lui, il m'a dit non, we are competitors. Oui, on est compétiteurs, mais des compétiteurs avec leurs règles à eux. Ce qui serait bien, c'est qu'on impose leurs règles à nous. Mais ça, j'ai été l'autre jour dans un panel pour discuter de la guerre et du renseignement économique. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Sur les dernières années, les industries françaises qui sont passées dans les mains étrangères sont passées dans les mains américaines. Je crois que c'est sur la vingtaine, c'est 17 grandes entreprises françaises qui sont passées dans les mains américaines. Alors évidemment, vous allez me dire, aujourd'hui, l'économie, elle est mondiale, elle est mondialisée. Néanmoins, elle est mondialisée au profit de certains. L'Europe est étrangement souvent absente. Donc réarmement moral, oui. Réarmement industriel, il est absolument indispensable. Réarmement sécuritaire, il est évidemment prioritaire. Parce qu'on redécouvre avec cette invasion de la Russie et de l'Est de l'Ukraine, c'est absolument indispensable. Alors, vous savez, on a parlé souvent du couple franco-allemand en disant que c'est le moteur de cette reconstruction européenne. Je pense qu'on se leurre. Les Allemands n'ont pas du tout, d'abord, jamais parlé de couple franco-allemand. Il n'y a que les Français qui en parlaient. Et ils n'ont pas du tout la même vision que la nôtre. Quand on voit la guerre qu'ils nous ont menée sur le nucléaire pour empêcher que l'énergie nucléaire rentre dans de l'énergie décarbonée, on se dit qu'ils voient d'abord midi à leur porte. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Souvenons-nous de ça, il ne faut pas l'oublier. Or, nous, Français, on a un peu tendance à être des gens sympathiques, bons vivants, et on fait confiance à son voisin. Parfois, on devrait éviter de faire trop confiance à nos voisins et regarder d'abord nous-mêmes. Quand on s'aime bien, quand on aime, on commence par bien s'aimer soi-même. Je pense qu'il est nécessaire, en effet, vis-à-vis de l'Allemagne, de regarder les choses d'égal à égal. Évidemment, on a une dette gigantesque et sur le plan, on perd une certaine crédibilité. Mais bon, après, au niveau de l'Europe, à 27, c'est très difficile de faire quelque chose, il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça que partir d'un tandem, et autrefois il y avait 3 pays, finalement il y avait la Grande-Bretagne, les Allemands et la France, qui sont les 3 pays qui dépensaient le plus. Mais aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. On a les Allemands, mais il y a un certain nombre de pays derrière qui sont prêts à dépenser beaucoup. Quand vous regardez la Pologne aujourd'hui, je crois qu'elle dépense pas loin de 3,9% de son PIB dans sa défense. Si je vous donne les chiffres, la France, on est à 1,9%. Alors, on se targue d'être à 2%. Je ne crois pas qu'on le soit tout à fait. Enfin, s'il faut le dire qu'on l'est, on est à 2%. Donc. La Grèce est à 3%, l'Estonie à 2,7%, la Finlande, la Lituanie à 2,5%, la Hongrie, la Roumanie à 2,4%, la Lettonie à 2,3%, la Chypre et Slovaquie à 2%. Et ensuite, ça baisse. Et les Grands-Bretons à 2%. Et ensuite, ça baisse. C'est-à-dire que tous les pays de l'Ouest, en fait, vous regardez, Espagne, Italie, France, on est en dessous. Même si la France, à travers sa dissuasion nucléaire, reste quand même un pays sur lequel on peut compter. Mais en tous les cas, c'est important de connaître ces chiffres parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, au-delà des discours, eh bien, il n'y a pas forcément une réalité physique et concrète derrière. Pour moi, la question de la dissuasion nucléaire est une question essentielle. Le président a abordé le sujet. Bon, il l'a abordé malheureusement en anglais, ce qui est un peu regrettable, mais bon, ça c'est un avis tout à fait personnel. Mais pour moi, effectivement, la France, on n'a jamais voulu partager notre siège au Conseil de sécurité, et c'est un peu ce que nous reprochent les pays européens. Pourquoi Nicolas Sarkozy a rejoint le commandement intégré de l'OTAN en 2008 ? Pour une bonne raison, de mon point de vue, c'était pour dire aux Européens, mais voyez, on est crédible, nous, on n'est pas du tout contre l'OTAN, mais il faut penser à notre sécurité. Et finalement, il n'y a que la France qui pense à mener cette sécurité européenne. Parce que pour les autres pays, l'OTAN, c'est comme un système solaire. Vous avez le Soleil, les États-Unis au milieu,
et vous avez les planètes qui sont autour. Mais personne au sein de l'Europe ne voudrait que la France devienne le Soleil, et surtout pas l'Allemagne. Donc l'idée, c'est effectivement de réfléchir à une posture de sécurité commune. Comment est-ce que l'on fait face à un agresseur demain? Aujourd'hui, tout le monde dit que les Russes vont attaquer l'Europe. Je n'y crois pas un instant. Ça, c'est discours pour se faire peur. Très sincèrement, quel est l'intérêt, quand vous lisez tous les discours de Poutine? Effectivement, il parle bien de l'Ukraine, de la Biélorussie, c'est-à-dire en fait de tout ce qu'il considère lui comme la Russie. Alors on dit les États baltes. Les États baltes, d'abord, les Baltes ne sont pas des Slaves au départ, même s'il y a une population russophone assez importante dans certains pays d'entre eux. Mais je ne le vois pas attaquer l'OTAN. Militairement, on voit bien les difficultés qui sont les siennes, celles de la Russie. On voit bien qu'il n'est pas capable réellement d'avancer, réellement de percer en Ukraine, même si aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin, sans doute du côté ukrainien, d'une certaine rupture du front. Alors, quelle est l'intention russe aujourd'hui? L'intention russe, de mon point de vue, c'est de moins de finir la conquête des oblasts qui ont été annexés et sans doute de prendre Kiev et Odessa. Odessa qu'il considère comme une ville russe. Mais jamais, jamais, de mon point de vue, il n'attaquera un pays de l'OTAN. Il aurait trop à perdre, je pense. Alors, est-ce que les États-Unis d'Amérique s'engageront? C'est une vaste question. Est-ce qu'avec un président comme Trump, s'il est réélu, est-ce que les États-Unis s'engageront? De mon point de vue, les États-Unis ont quand même des intérêts économiques majeurs en Europe. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a quand même 120 000 soldats américains dans les pays européens? 120 000, plus que l'armée de terre française. Donc c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas partis. En tous les cas, ça ne sera pas demain matin qu'ils ont quitté les pays européens dans lesquels ils sont présents. Donc quelle architecture de sécurité? La question reste posée pour moi, mais en tous les cas, je pense que pour l'Europe, l'heure du choix a réellement sonné. Et je pense que ça exige de notre part et de la part de nos dirigeants le courage du risque, et c'est donc l'audace. Et cette audace me paraît absolument essentielle. Il s'agit, de mon point de vue, de se faire respecter. Or, la Russie ne comprend que la force. La Russie s'est créée sur la force, par la force. Et de mon point de vue, si on ne montre pas qu'on est fort, et vous savez, c'est cette phrase célèbre, cette citation latine, si vis pacem parabellum, si on veut la paix, on prépare la guerre. Je pense que cette guerre, elle doit être en effet préparée. Et cette préparée, c'est en investissant dans notre défense. Mais je n'ai jamais entendu aujourd'hui nos dirigeants, et le président Macron en particulier, dire « il nous faut renforcer notre défense ». Il dit « je montre les muscles face à un Poutine qui montre les siens », d'où les cyberattaques auxquelles la France est l'objet, d'où un certain nombre de tentatives de déstabilisation, on l'a bien vu en Afrique. De fait, la Russie n'est pas un pays ami. Mais la Russie, demain, restera toujours dans l'Europe. Et quand vous parlez aux opposants de Poutine, ils se considèrent comme européens. C'est-à-dire que pour eux, la Russie, et personne n'a intérêt à ce que la Russie, en effet, s'allie avec la Chine. Même si, de mon point de vue, la Chine finira par acheter la Russie à la casse à la fin de la guerre. Alors aujourd'hui, l'économie russe va beaucoup mieux que certains veulent le dire. D'abord parce que c'est une économie de guerre, ils sont passés en réelle économie de guerre. Ils avaient prévu les sanctions. Je vous donne un seul exemple. Vladimir Poutine, par exemple, avait multiplié par 2,5 sa production de blé entre 2014 et 2022. Or, on voit bien tout l'aspect céréalier qui est une composante majeure pour nourrir un certain nombre de pays. Et on a bien vu toute la difficulté avec la problématique des céréaliers ukrainiens qui ne pouvaient plus naviguer en mer Noire. Maintenant, ils le peuvent parce qu'ils ont réussi un tour de force, c'est de repousser la flotte russe de la mer Noire vers l'est de la mer Noire. Mais en tous les cas, et je terminerai là-dessus et je serai en mesure de répondre à vos questions. De mon point de vue, l'Europe doit se prendre largement en main. Les beaux discours ne font pas tout. Vous savez ce que disait George Orwell? Le discours politique est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité, à rendre le meurtre respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air. Alors évidemment, je dirais ça un peu en guise de conclusion de mon court propos avant d'être en mesure de répondre à vos questions. Et je pense qu'il est nécessaire, en effet, qu'il y ait un véritable électrochoc qui nous réveille, nous, Européens, pays européens, pour construire notre dimension, notre sécurité collective.
Et si nous ne construisons pas cette sécurité collective, je crains fort que nous ayons dans l'avenir quelques désillusions. Parce que le désengagement américain a commencé en fait depuis un certain temps. On pense à Trump qui veut rendre un certain isolationnisme aux États-Unis d'Amérique. Mais avant Trump, souvenons-nous de Barack Obama. Barack Obama, en 2013, lorsqu'il s'est agi d'aller bombarder la Syrie, en fait, a refusé d'y aller, après que les Britanniques aient refusé de le faire également. Et donc, la France du président François Hollande a décidé d'un moment de ne plus y aller. Or, au même moment, les bombes étaient sous les fuselages des avions et la France était prête à y aller. Donc, il y a eu, et c'est le désengagement américain. Et que s'est-il passé juste après? Les Russes sont arrivés, ont proposé un plan pour effectivement démanteler l'industrie chimique syrienne, de démanteler tout l'arsenal chimique syrien. Et c'est l'arrivée des Russes en Syrie, où ils sont toujours. Et c'est en fait, là, je pense qu'à Vladimir Poutine a compris que l'Occident se retirait sans doute de cette partie du monde. Et la France en Afrique. La France en Afrique, on n'a pas voulu venir, on n'a pas voulu écouter. Pour y avoir été en 2013, enfin, je suis allé en Afrique, j'y suis allé à de nombreuses reprises. Mais en 2013, comme patron des opérations spéciales, lorsqu'on a combattu les groupes armés djihadistes et que l'on les a repoussés vers le nord, en fait, derrière, on a manqué à une chose, c'est que sur le plan militaire, on avait obtenu un succès. Mais derrière, s'il n'y a pas de développement économique, s'il n'y a pas de développement politique, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que le sécuritaire ne fait pas tout. Il faut également derrière du politique et il faut également de l'économique. Et à tel point, aujourd'hui, qu'ont fait les Russes? Ils ont pris la place. Au Mali, ça a commencé par le Mali, ça a commencé par le Burkina Faso, ça a été au Niger. Au Niger, quand on regarde ce qu'on a dit au Niger quand même, au Niger, on a dit au président Bazoum, on vous soutiendra jusqu'au bout. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On est parti. On devait monter aussi une coalition pour combattre le Hamas. Aujourd'hui, on demande un cessez-le-feu. Donc vous voyez, c'est pour ça que, au-delà des mots, il y a la réalité des faits, il y a notre capacité à prendre en compte notre sécurité. J'ai parfois dit que l'OTAN, pour moi, c'était l'armée européenne si on retirait les Américains et les Turcs. Le vrai problème, c'est que derrière, ce qui compte dans une armée ou dans une coalition, c'est les structures de commandement. Ce n'est pas tant les troupes. Évidemment, il faut des troupes de qualité, il faut des matériels de qualité. Ce qui compte, c'est que les pays s'entendent entre eux à travers des structures de commandement qui permettent en effet de coopérer, de s'entendre, de se comprendre. Et face à un ordre donné, qu'on soit sûr qu'il soit exécuté. Et ça, c'est plus problématique. Donc l'OTAN, en effet, dispose de ces capacités, de cette architecture, j'allais dire, de commandement pour pouvoir diriger, commander les troupes sur le terrain. Est-ce que les Américains quitteront l'OTAN? Je ne le sais pas. L'Europe, pour eux, je vous l'ai dit, est un marché. Et je ne crois pas que... Mais en tous les cas, il faut se préparer à ça. Et il est nécessaire, de mon point de vue, que la France, en particulier, on prend le lead. Et un discours d'Emmanuel Macron qu'on voit comme un va-t-en-guerre, à mon avis, il y a plusieurs discours dans son discours. Hein, et je vous l'ai redit, pour moi, il y avait un discours vis-à-vis de l'Europe, un discours de fermeté vis-à-vis des Russes, et puis l'annonce de la présence de quelques soldats français en Ukraine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis en mesure de répondre à vos questions, si questions il y a. Merci, Roger.